comme d'habitude, en roue libre, avec des interventions impromptues qui viennent hors du plateau. Mais ça fait toujours plaisir. Bonsoir tout le monde et merci d'être ici avec nous pour cette nouvelle émission de d'Office, deuxième émission spéciale élection. On salue, Jonas, j'arrive pas à lire les pseudos. Ouais, on salue Kéké, on salue Kéké, bonsoir. On salue Billy Bob la flûte, exactement. Bonsoir les gens, bonsoir merci tout le monde. Merci d'être ici, ça fait super plaisir. Ça fait plaisir de vous voir, on est trop contents d'être là. Bonsoir le Viking moderne également, beaucoup de nouveaux sur ce chat. J'ai l'impression que les invités du jour ont ramené des nouveaux venus. Ouais, ça fait plaisir. Déjà sur les RS, on a été pas mal suivis et tout. On était waouh, j'espère qu'on aura des gens ce soir. Et Sylvie qui est là, Sylvie qui est pas du tout nouvelle par contre sur cette chaîne. Non, ça fait plaisir. Donc si vous n'étiez pas là la semaine dernière ou même si vous ne nous connaissez pas, d'Office, c'est une émission d'actualité. Et là, avec la campagne qui est lancée, parce que vous le savez sûrement, le 9 juin, on va avoir droit à une triple élection. On a décidé de se focaliser un peu plus sur cette actualité-là, full focus élection, en invitant à chaque émission l'un des 6 partis francophones principaux. Il y a 2 semaines, on avait accueilli les engagés ici. Et cette semaine, nous accueillons le PTB. Bonjour à vous, merci d'être avec nous ce soir. Ça fait super plaisir de vous accueillir ici. Et si j'ai pas les présentations, évidemment, ça va pas le faire. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Octave. 1, 2, 3, la semaine a été longue. Octave Daube. Salut Octave. Salut, merci beaucoup pour l'invite. Avec plaisir, merci à vous d'être ici. Et Apolline Dupuis, salut. Salut. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Oui, ça va. On va se détendre et ça va aller. Toujours particulier ce moment où on fait genre on s'est pas parlé pendant 30 minutes avant l'émission. Oui, c'est ça. On est devenus potes entre deux. Des fois, ça arrive, hein. Donc en vrai, oui, des fois ça arrive. Des fois, on rencontre les gens sur le plateau. C'est toujours un peu bizarre, mais voilà. Ça fait partie du jeu. Oui. Je vais faire une très brève présentation de chacun de vous et puis après, je vous laisserai parler. Octave, alors si on vous invite, c'est parce que vous êtes tous les deux candidats sur les listes du PTB. Octave, toi, tu es candidat à la région bruxelloise. Ouais. Apolline, tu es candidate pour la région wallonne sur les listes du Hainaut. Et vous êtes encore tous les deux en études ? Oui. Ok, c'est toi, j'étais pas certaine, mais enfin voilà, vous êtes encore à l'UNIF. Ça va ? Oui, pardon. Okay, je pensais que j'avais dit une énorme bourde. Mais je pense que toi, tu es doctorante, hein, Apolline, c'est bien ça ? Ouais, assistante doctorante, mais en fait, je fais le master en études de genre en parallèle de ma thèse, donc je suis à l'ULB 2 fois semaine, quoi. Ok, une ULBiste, 2 ULBistes. 2 ULBistes, ouais. ULB en force. Et toi, tu es en stats, c'est ça ? Je suis en stats. Et vous avez tous les deux fait partie du COMAC, le mouvement de jeunes du PTB. C'est surtout de là qu'on se connaît d'ailleurs. Essentiellement. Totalement de là, ouais. Et je pense que on est bien lancé. Octave, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation, tes études, pourquoi tu en es là et pourquoi le PTB ? Ouais, c'est une bonne question. Mes études, du coup... c'est Octave des bonnes questions, d'ailleurs. Octave des bonnes questions, on le dit dans le chat de la chaîne YouTube que tu as. Ça connaît déjà dans le chat. Du coup, ouais, j'ai une chaîne YouTube, mais ça, on pourrait en discuter après si vous voulez. Mais mes études, oui, je fais des études en statistique, option économie. C'est un peu... sombre. Pénible, ouais. Je connais bien, j'ai fait 5 fois le cours de stats avant de le réussir, donc j'admire beaucoup. Ah oui, on est tous traumatisés ici par le cours de stats. Coup dur. J'ai décidé de m'infliger ça puissance 1000, et maintenant il faut rendre le mémoire. Donc, dernière ligne droite. Courage, on connaît. Si ma promotrice me regarde, il faudrait que je lui renvoie un mail. Bisous à elle. Du coup, il est vivant. Il est parmi nous avec nous. Donc. Oui. Et l'engagement politique, c'est arrivé... Ça fait déjà quand même un petit temps, parce que depuis que j'ai même 16-17 ans, c'est un truc où je le sens fort. Justement, en 2015-2016, il y avait toute la crise migratoire. Et donc, pour ceux qui se rappellent, mais à la télé, donc moi j'étais dans une famille, on regardait beaucoup le JT, et à la télé, tous les soirs, on voyait des centaines de personnes en fait, qui mouraient dans la Méditerranée. Et l'explication, c'était l'Europe ne veut pas accueillir, ça va coûter trop cher, etc. Et donc c'est un truc, je sais que ça m'a marqué, le côté... la vie humaine passe après les jeux politiques, passe après l'argent, etc. Et ça, c'est le premier souvenir que j'ai où je me dis qu'il y a vraiment un problème dans la société et dans la façon dont elle fonctionne. Et puis un des deuxièmes souvenirs, c'est un peu la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017. J'étais un peu un espèce de fanboy à l'époque. On s'en souvient. Mais donc, même si je ne suis pas d'accord avec forcément tout ce que Jean-Luc Mélenchon dit, il y avait un côté... on va changer le monde, on va transformer la société, on n'est pas indifférent face aux inégalités, on n'est pas cynique. On croit qu'on peut faire mieux que ce qu'on fait maintenant, on veut se battre contre le capitalisme, et ça c'était un des trucs qui m'a porté. Et du coup, il y avait un bête article qui disait pour qui les partis en Belgique voteraient aux élections présidentielles françaises, et le PTB était le seul à dire
Mélenchon, et du coup, je suis rentré dans le mouvement étudiant du PTB comme ça. Et du coup, de ton côté, Apolline, comment ça se passait pour entrer dans le monde de la politique? Mais c'est marrant, je pensais pas que tu allais amener la crise migratoire en premier, parce qu'en fait, c'est aussi, ça a été aussi, moi, le déclencheur. Enfin, j'avais 16-17 ans, et je suis entrée dans une ASBL parce que je viens de tourner, en fait, et à tourner, il y avait un centre Croix-Rouge qui accueillait les personnes en demande d'asile. Juste, je me permets de t'interrompre 2 secondes. On a un nouveau follow. Merci beaucoup pour ton follow. Super. Merci pour ton soutien. Ça fait super plaisir. Trop bien. Et donc, en fait, je me suis investie à travers la Croix-Rouge et une ASBL qui s'appelle Tourner Refuge. Bref, de fil en aiguille, j'entre à l'université, j'ai 17 ans, et je tombe sur une affiche qui dit « Soyons réalistes, réalisons l'impossible ». Et je vois un gars qui colle cette affiche, et en fait, c'est comme ça que j'entre à Comac. C'est parce que cette affiche, c'est une affiche de Comac, une affiche jaune, assez légendaire, tout le monde la connaît. Et c'est de là que ça se fait. À la base, moi, le PTB, je connais pas du tout. La politique, c'est pas tellement ma passion. Mais je suis une jeune femme extrêmement en colère contre les inégalités dans le monde, le racisme. Et en fait, en devenant hébergeuse de migrants avec la plateforme citoyenne, je découvre aussi les violences qui sont liées au fait d'être une femme. Et donc, de fil en aiguille, 2019, je suis sur les listes au fédéral. Et puis 2024, ici à nouveau, mais pas pour passion politique, mais plutôt par révolte et par volonté de changer les choses. Et je pense que la politique, c'est une manière de le faire, en effet. Ouais. Vous êtes tous les deux quand même très jeunes. Ouais. Si mes informations sont exactes, tous les deux candidats pour la 2e fois. Bah oui, on avait 18 ans. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais c'était trop mignon. mais déjà, c'est assez fou. En déjà, vrai, la stat est incroyable. Et toi, Octave, tu as une chaîne YouTube qui parle politique, tu décryptes des sujets. C'est assez cool, je vous invite à aller voir. Et est-ce que... Enfin, voilà, nous, ici à d'office, les sujets jeunes, politiques, est-ce que les jeunes continuent à s'intéresser à la politique? Oui, on en a la preuve ici sur le plateau, mais comment est-ce qu'on arrive à accrocher les autres? Parce que tout le monde est concerné par la politique, tout le monde ne s'y intéresse pas, tout le monde ne trouve pas cet intérêt-là. Est-ce que les réseaux sociaux, est-ce que YouTube, ça peut être une manière pour vous d'aller parler aux jeunes qui se sentent un peu déconnectés des fois? Je sais pas si tu veux... Tu te lances? Ouais, oui, d'office. Du coup, c'était le sens aussi de la chaîne YouTube qui s'appelle Les Bonnes Questions. C'est une chaîne YouTube engagée. Moi, j'ai beaucoup appris en fait sur le monde, sur YouTube. Beaucoup plus, je crois, qu'à la télé parfois. Parce qu'il y avait tous les formats, il y avait des formats longs pour... Et puis notre génération, elle est aussi habituée à ça, quoi. Le YouTube, c'est un peu un réflexe finalement. Ouais, à fond. C'est ce que j'ouvre moi le soir, j'ai pas la télé chez moi, donc... Ouais, pareil. C'est comme ça que je m'informe, et du coup, c'est un peu pour nous évident, je crois, de faire parfois plus sur les réseaux sociaux que d'essayer à tout prix d'avoir un article. Et tu as déjà eu des retours, des gens qui t'ont dit « Waouh, moi, je sais pas, je comprenais rien à ça, ou ça m'intéressait pas, j'ai regardé tes vidéos, et puis c'est cool, enfin voilà, de temps en temps... Oui, c'est marrant parce que j'ai eu un type qui est venu me voir il y a pas longtemps et qui me dit « Ouais, j'ai regardé tes vidéos, ça m'a politisé de ouf, et maintenant je suis au Jeune et Maire. » Oh non. L'échec. Et j'étais il y en a écoute, pour tous les goûts. C'était pas forcément le but. En tout cas, tes vidéos éveillent des vocations, c'est déjà ça. Et il était mort de rire, quoi. S'il passe par ici. En tout cas, dans le chat, il y a quelqu'un qui dit il a dit oui d'office, c'est un peu drôle. C'est vrai que c'est un running gag chez nous. À chaque fois que quelqu'un dit d'office, il y a un petit regard qui s'échange ici. On dit ça y est, l'émission est réussie. C'est pas pour rien que l'émission s'appelle d'office non plus. Hein, exact. Il y a encore un nouveau follow avec mais dites, je dirais pas le nombre de chiffres qu'il y a derrière. Merci beaucoup, vous êtes super actifs. Oui, ça fait super plaisir. Je propose qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. En revenant, grosso modo, si vous deviez retenir quelques formules phares, quelques propositions phares du parti au niveau fédéral et peut-être au niveau régional aussi. Si là, vous deviez les présenter aux gens qui nous regardent pour résumer. Ensuite, on pourra détailler, on pourra aller dans les thèmes qu'on va évoquer, mais si vous deviez donc retenir quelques mesures phares que vous voudriez mettre en avant, ce seraient lesquelles? En tout cas, les sujets phares du parti pour 2024, c'est ceux qui ont résulté de la grande enquête qu'on a réalisée, vraiment un processus démocratique inédit avec vraiment des dizaines de milliers de récoltes d'avis des gens. En fait, ce qui en est ressorti, c'est que le pouvoir d'achat et la justice fiscale, c'est les 2 plus grandes priorités aujourd'hui parmi les personnes interviewées, interrogées. Et donc, ce sont les nôtres aussi, puisque notre parti, il dit aussi, OK, nous, on veut s'adresser vraiment aux gens et à ce qui touche les gens. Et en fait, ce qui touche les gens, c'est ces 2 sujets-là. En plus de ça, on a 2 autres sujets vraiment importants qui sont les privilèges aux politiciens qu'on veut arrêter urgemment.
Évidemment s'attaquer à la crise climatique et donc à ceux qui compromettent les conditions de vie sur Terre Je me aujourd'hui. permets juste un petit aparté parce qu'on a complètement zappé l'historique du parti pour présenter quand même le C'est PTB à ceux qui connaissent pas. Mais ça va, je vais retrouver les habitudes, hein, ça va revenir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas animé une émission Ouais, juste à deux, ouais, un peu, ouais. moi. Donc, Vous faites ça bien, franchement. merci. On verra à la fin, on fera un débrief à la fin. Ouais, c'est ça. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense qu'ils sont assez peu dans le chat vu les messages, mais c'est pas grave. Le PTB, c'est un parti assez jeune finalement, qui a été créé en 1979. Et ce qu'il faut savoir pour les non-belges, c'est que le PTB, ou PVDA en flamand, c'est le seul parti unitaire. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est PVDA, j'avais encore un jeu de mots en tête, mais c'est rien. C'est le seul parti unitaire, donc sans rupture linguistique en fait, en Belgique, ce que je trouve ça assez intéressant d'ailleurs dans sa construction. Le parti il s'identifie comme marxiste et anticapitaliste, et les premiers élus au Parlement fédéral ils sont arrivés en 2014. Et depuis, le parti grimpe en voix et en élus. Voilà, aparté fermé. Maintenant, je laisse Octave me présenter les mesures phares si tu as des choses à ajouter par rapport à ce qu'a dit Apolline. Non, mais Apolline a bien résumé. C'est ça nos grandes priorités qu'on a basées sur la grande enquête. Et il y a plein... Ouais, j'ai pas forcément quelque chose à ajouter parce qu'après, on va aussi, si j'ai bien compris, discuter des grandes mesures. Mais Apolline a très bien résumé. Donc, Mais justement, vous avez évoqué la justice fiscale. Ça peut être un terme une expression qui est peut-être un peu floue pour une partie de la population. Qu'est-ce que le PTB entend par... Oui, tu voulais dire ajouter Non, juste sachant que c'est quand même la colonne vertébrale, j'ai l'impression, du programme. En tout cas, c'est ce qui est vachement mis en avant. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup taxer les riches. C'est un slogan qui ressort beaucoup, mais effectivement. Du coup, qu'est-ce que le PTB entend par justement cette expression de justice fiscale ? C'est le fait justement, tu le disais, de taxer les riches, donc d'aller rechercher de l'argent où il est, de manière à répartir la richesse de manière plus équitable aujourd'hui, puisqu'elle n'a jamais été aussi inéquitablement répartie qu'aujourd'hui, avec vraiment une minorité de la population qui détient une énorme majorité de la richesse aujourd'hui, parce qu'elle exploite cette majorité justement. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est de taxer les riches, soit un impôt de 2% sur les 1% les plus riches et de 3% sur les fortunes qui dépassent les 10 millions d'euros. Donc ça, c'est l'une des mesures qu'on propose pour aller rechercher en fait cet argent et pour le réinvestir pour le climat, pour les transports en commun, de manière à ce que on puisse continuer de vivre sur cette planète notamment. Et justement, il y a, je pense, 15 jours de ça ou 3 semaines, le PTB a un peu revu à la hausse sa barre de richesse, si je puis dire. Jusqu'avant, il me semble qu'il était à peu près aligné sur les positions de Écolo ou PS qui proposent de taxer à partir de 1 million. En tout cas, c'est ce qui ressortait dans les discours. Et là, la barre est passée à 5 millions. Enfin, c'est une position qui a un peu étonné quand même, parce que PTB, Parti des travailleurs, Parti des sans-voix, on est riche à partir de 5 millions, PTB ? Non, on est riche avant, évidemment, mais ce que nous, on voulait, c'était une taxe des millionnaires qui soit claire, compréhensible pour tout le monde, et où on peut aller chercher d'autres partis pour la soutenir. On veut vraiment que cette taxe des millionnaires arrive en Belgique. Et donc on a dit, on a une taxe très simple, on s'attaque au 1% le plus riche, au 1% le plus riche. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, parce que parfois, on avait des gens qui venaient nous dire « Ouais, mais si vous êtes paysan, vous avez peut-être pas beaucoup d'argent, mais vous avez une exploitation, machin, etc. » Parfois, c'était même des critiques que d'autres partis de gauche nous faisaient de « Ouais, avec le PTB, vous allez taxer dès que quelqu'un a une maison à la mer, en fait, il va pas s'en sortir, et tchic et tchac. » Bon, en soi, on est riche avant 5 millions, ça, il n'y a pas de doute, mais nous, on voulait une proposition claire, phare, qu'on peut appliquer maintenant en Belgique et qui va rapporter, en fait, quasi autant d'argent, parce que c'est pas entre 1 et 5 millions qu'on va récolter le plus. Pas du tout. C'est entre 5 et x milliards. Je crois que le Belge le plus riche a 8 milliards sur son compte en banque. Ouais. C'est là que le très gros de la mesure va aller chercher. Et donc, en fait, cette mesure, en la simplifiant, en la rendant peut-être plus simple aussi à mettre en application, elle ne change pas vraiment le nombre de recettes qu'on va faire pour l'État. Parce qu'elle est plus simple si on augmente la barre ? C'est plus simple si on augmente la barre. C'était aussi l'ancienne proposition. Il y avait certains seuils qui étaient parfois un peu compliqués. Moi, la fiscalité, c'est pas non plus bon.
Non, mais Quelle je pense spécialité, que, quoi. enfin, nous non plus, on n'est pas experts en fiscalité, mais c'est quand même quelque chose qui m'a marqué, notamment au niveau de l'essence du parti. Mais il y a une question que Mais, ouais. je t'en Après, pour réagir, je pense sur le fait qu'on ait été critiqué sur pas cette nouvelle proposition, mais sur cette adaptation. Moi, je trouve ça toujours un peu disons les termes, un peu hypocrite de la part de partis qui auraient pu imposer cette taxe et qui l'ont pas fait. Nous, on va le faire. On veut le faire. Ça, c'est notre ambition. Et on va pas dire ça maintenant et puis le 10 juin, le lendemain des élections, faire le contraire, quoi. Et en réponse à ça, il y a ce discours selon lequel si on taxe les personnes les plus riches, les entrepreneurs, les investisseurs, etc., il y a un risque éventuel parce qu'ils iront placer leur argent ailleurs et alors les investisseurs vont fuir la Belgique. C'est un discours qu'on entend souvent, qui a des arguments. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre pour débunker ça ou pas du tout? Oui, c'est pas vrai du coup. Ouais. Ils ont fait ça en France, un impôt sur la fortune. J'aime pas beaucoup François Hollande. Je lui reconnais un truc, c'est qu'il avait mis un impôt sur la fortune qui était pas très haut, mais quand même qui rapportait 5 milliards par an à l'État français. Et du coup, c'est génial parce que quand on fait une expérience comme ça en Europe, on peut voir après si les riches ont effectivement fui et ils n'ont pas fui. Ils sont en fait restés parce qu'ils ont toute une série d'autres attaches au pays. C'est ça. Donc exactement. Donc, en fait, pendant 30 ans, donc de 1989 à 2017, il y a eu un impôt sur la fortune. Et j'ai le chiffre, je l'ai retrouvé tantôt. Donc il y a seulement 0,5% des milliardaires qui s'étaient touchés par la taxe qui ont fui la France. Et en fait, ce 0,5%, c'est hyper drôle parce qu'en partie, ils sont venus en Belgique. Fun fact. Oui, Donc maintenant, l'idée, c'est que ce soit plus le cas. Mais donc voilà, c'est des chiffres qui viennent d'une étude qui a été commandée par Sarkozy, d'ailleurs un grand homme de gauche, pour l'autre fun fact. Mais du coup, c'est une idée quand même assez présente dans l'imaginaire collectif. Comment est-ce qu'on va aller chercher du coup les gens et les convaincre que c'est quelque chose qui est jouable et réalisable? Tout le monde paye ses impôts. C'est aussi simple que ça. Nous, on dit juste qu'on va mettre un impôt sur les grosses fortunes. Et donc, ils vont aller sur Tax on Web, j'imagine, remplir leur patrimoine. Et ouais, si leur patrimoine dépasse les 5 millions, ils vont devoir payer une taxe sur leur fortune. Et donc, c'est sur base de déclaration? Ouais. Vous n'avez pas peur de ça? Du coup, ce qu'il faut faire, c'est mettre de l'argent dans des services contre la fraude. Tout le monde déclare ses impôts. Oui, évidemment, il faut mettre de l'argent dans le SPF Finance et donc avoir des inspecteurs fiscaux qui vérifient s'il y a un doute de fraude parce que la liste des Belges très très riches, on les connaît quand même un peu, donc tu peux regarder ça. Mais oui, comme pour tous les citoyens, on remplit nos impôts sur base de déclaration. Et ça nécessiterait une grosse réforme fiscale, ça, ou c'est assez simple à mettre en place finalement? Je crois que c'est assez simple. C'est pas bien compliqué. C'est une taxe. Parce que généralement, quand il faut mettre des taxes sur le reste de la population, c'est jamais un argument, le côté « ah, ça va être compliqué, ils vont pas le faire, etc. » C'est que sur les riches qu'on a vraiment ce truc-là de « ils vont partir, ça va pas, c'est machin, ces trucs ». Il y a toujours 1000 excuses, alors que quand on doit taxer le reste de la population, c'est comme dans du beurre. Et on n'a pas peur qu'eux partent. Ouais, mais aussi, il faut pas oublier que ça paraît comme un truc très nouveau, comme ça, la taxe des millionnaires, alors que en vérité, pendant des années, la plupart des pays européens appliquaient ce genre de taxes. C'est juste que ça a disparu et que du coup, ça paraît comme un truc tout à fait révolutionnaire. Honnêtement, pas tellement. Et ça permettrait vraiment de récolter énormément d'argent pour pouvoir le distribuer plus équitablement, en fait. Il y a des connaisseurs dans le chat. Vraiment, je n'ose pas tout lire parce que je ne saurais pas pas répondre à... Mais oui, il y a des spécialités de la fiscalité dans le chat, mais c'est cool, ça parle beaucoup. Il y a des débats parallèles. Ah ouais, il y a un débat parallèle. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur une mesure proposée dans le programme du PTB qui proposait de réduire la TVA sur les produits de base à 0%. Autre proposition phare, ouais. Ouais. Alors, moi, j'ai déjà une première question sur la formulation, c'est qu'est-ce qu'on entend sur les produits de base, en fait, parce que ça peut englober un peu tout et n'importe quoi. Mais du coup, comment ils vont être définis? Qu'est-ce qu'on entend par là? Je sais pas si tu veux y aller ou... Je sais pas, sur la nourriture, les pâtes, le lait, la farine. Mais ça englobe, il n'y a pas une sélection, parce que j'ai vu des débats où des gens disaient que là-dedans, on pouvait mettre n'importe quel type de nourriture, notamment la nourriture qui n'était pas saine pour la santé. Est-ce qu'à ce moment-là, ça reste des produits de base, par exemple? Je crois que nous, ce qu'on veut faire, et dans la mesure, si je me souviens bien, on demande qu'on fasse un panier. Donc comme ce qu'on fait par exemple pour l'indexation automatique des salaires, on regarde un panier avec certains aliments ou certains produits de base, et ceux-là, on dit, ok, ceux-là, c'est ça qui va nous permettre de calculer l'inflation. Et donc nous, on veut qu'il y ait le même genre de panier qui permette après de dire, sur ces produits-là, on va mettre la TVA à 0%. Mais dans mon souvenir,
il faudrait que je revérifie, pour être tout à fait juste, mais dans mon souvenir, on ne demande pas que tous les produits passent à 0%, mais vraiment une série de produits qui ont été décidés comme ok, ça c'est des choses dont à peu près on peut pas se passer, quoi. Et ça pourrait être évolutif parce que oui, je sens que tu allais rebondir là-dessus. Quelqu'un a dit mentionné dans le chat les protections hygiéniques. Ah bah oui, typiquement. Donc, notamment ça. Oui, exactement. Donc ça fait aussi partie de nos propositions en termes de droits des femmes. Ok, tout ça doit vraiment être démocratisé. C'est pas normal qu'on doive payer pour quelque chose qu'on n'a pas choisi. Et en effet, moi ça me paraît du bon sens en fait. C'est plutôt le fait qu'on soit taxé à 21% sur des produits qui sont faits de première nécessité qui me semble tout à fait incohérent. Et est-ce qu'il y a... Alors ça, c'est une question qui m'est venue comme ça, j'ai pas du tout regardé dans le programme. Est-ce qu'il y aurait aussi une révision des remboursements de médicaments pour les maladies chroniques, par exemple, ou quelque chose comme ça, ou c'est pas pris en compte? Excellente question. Sur le programme santé, je m'y connais pas hyper spécifiquement. Je sais qu'on va... Mais moi, j'ai pas regardé. C'est juste une question là qui m'est venue. Mais si vous savez pas répondre... Allez, avec le parti, notamment Sophie Merckx, qui est médecin généraliste et élue PTB depuis des années, elle mène en effet un combat pour que le droit à la santé soit démocratisé, que tout le monde puisse avoir accès à la santé et ne doivent pas choisir entre manger et se soigner à la fin du mois. Donc oui, en effet, dans la logique des choses... Ça, je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'en effet ce soit proposé. Ouais. Sur le prix des médicaments, ce que je sais qu'on défend en tout cas comme mesure, c'est l'application d'un modèle Kiwi. Ça, c'est une grande campagne qu'on a menée il y a des années et qu'on mène encore maintenant, où l'idée c'est on va arrêter de laisser les grandes marques de médicaments mettre leur prix aussi haut qu'ils veulent. En fait, l'État fait un appel d'offres. C'est hyper complexe parce qu'il y a des labos qui sont américains et on ne peut pas... Du coup, ce qu'on propose, c'est que l'État fait un appel d'offres. Okay. Donc, les entreprises doivent elles-mêmes venir en disant voilà, nous, on propose tel médicament à tel prix. Mais donc, elles sont en concurrence entre elles. Et donc, l'idée, c'est que le prix va être vers le bas parce qu'elles veulent gagner le contrat avec l'État. Elles veulent l'offre et la demande. Et que c'est après cet appel d'offres, c'est le résultat de cet appel d'offres-là qu'on rembourse. Comme ça, on évite... Parce qu'aujourd'hui, la concurrence, elle va contre nous. C'est en fait les... marques qui peuvent, vu qu'elles sont quelques-unes, 5, 6, elles peuvent mettre leur prix assez haut. On en fait une concurrence en notre faveur, où c'est elles qui doivent un peu pousser vers le bas les prix. Et dans les pays où ils l'ont appliqué, il y a vraiment des diminutions drastiques des prix. En fait. Et j'aurais une dernière question sur la fiscalité, et après je pense qu'on pourra passer à un thème, parce que finalement le temps passe très très vite. Est-ce qu'on n'a pas juste le temps pour une dernière question sur la TVA à 0%? Mais c'était une... Vas-y, pose ta dernière question et je poserai ma dernière question. Ok, merci, parce qu'elle me tenait un peu à cœur. En fait, l'idée de la TVA à 0% est hyper prometteuse, mais est-ce que c'est pas contraire aux réglementations européennes? Est-ce qu'il y a moyen, est-ce que ça va pas à l'encontre de certaines règles en place au niveau du coup européen qui sont supérieures à la Belgique? Je pense pas du tout. Quand je vois par exemple comment on a rendu la TVA à 6% sur l'énergie, ça va pas du tout poser de problème au niveau européen. Je crois que c'est vraiment l'État belge qui décide de oui. Je pense que la TVA à 0%, c'est pas disons qu'il faut justifier ça selon certaines... il faudra un contexte de crise majeure qui peut donc se justifier si on avance l'idée de la crise du pouvoir d'achat, mais qui doit donc être justifié au niveau européen, quoi, je pense. Donc je me demandais si c'était quelque chose dont vous aviez entendu parler. Moi, j'avoue que là-dessus, j'ai pas du tout... Ok, bon, ben d'accord. Question suivante. Ma dernière question, c'est toujours par rapport à la TVA à 0%. Ok, l'enlever, c'est une proposition qui est saluée par beaucoup de monde, mais donc ça fait des rentrées d'argent en moins, des recettes en moins. Comment on finance? On finance de plein de façons. C'est tout le point de la justice fiscale, c'est qu'on veut aller chercher chez les plus riches pour justement rendre du pouvoir d'achat aux gens. Les deux vont l'un avec l'autre, et donc par exemple, on veut cet impôt sur la fortune, on veut supprimer les niches fiscales des multinationales. Ça a l'air très complexe, mais en gros, c'est tous les petits pièges dans la loi qui leur permettent d'éviter de payer leur impôt. Quand tu es une grande multinationale en Belgique, généralement, tu payes 2-3% d'impôt parce que tu trouves toujours des moyens, et donc d'aller chercher cet argent-là pour justement financer des mesures d'urgence sociale comme ça. Donc se focaliser sur les riches privés et grandes entreprises, ça permettrait de financer tout le reste. Ouais, pas tout. Pas tout, ouais. Mais énormément quand même. Donc on parle de milliards. Donc, enfin, si on imaginons qu'aujourd'hui on récolte l'argent issu de l'évasion fiscale, on pourrait financer à 4 fois le budget de l'enseignement aujourd'hui en Belgique. C'est colossal. Mmh. Juste pour donner un titre d'exemple, quoi. Se rendre compte des voilà. mesures, quoi.
et on a besoin d'argent de renseignement quand même. J'ai vu les toits, vos plafonds à l'ULB, c'est... Ah oui, on a eu de nombreux cours. C'est un peu rigolo, franchement. Déjà ici, On parlera pas de ça. Encore, c'est pas le pire local de l'ULB. Ouais, c'est pas le pire, mais il y a quand même des petits câbles qui pendent et tout. Enfin, J'adore, il y a un débat parallèle dans le chat. Je vous laisse continuer avec plaisir. On n'a pas le temps de tout lire, mais n'hésitez pas à poser des questions. Autre grand thème qui tient à cœur au PTB, c'est mettre fin à ce que vous appelez les privilèges politiques. Et il y a notamment la question des revenus des ministres, des députés, etc. Le PTB propose de drastiquement les diminuer, voire supprimer certaines primes. Moi, je me posais une question, c'est que le PTB n'a jamais été dans une majorité. Est-ce que vous n'avez pas peur que si jamais le PTB y arrive, il se perd dans les coalitions, il n'arrive pas à tenir des grosses mesures comme celle-ci qui est quand même assez phare? Alors que je pense que Raoul Debout a été hyper clair en mode nous, si on arrive au pouvoir, ça c'est d'office, ça passe quoi. Les coalitions, ça vous fait pas peur? C'est toute la question qu'on est en train de poser aux partis traditionnels de gauche maintenant. C'est est-ce qu'ils veulent une vraie rupture à gauche comme politique ou est-ce qu'ils disent on continue comme d'habitude, on continue avec nos gros salaires? Moi, je suis toujours un peu choqué quand je vois des ministres socialistes qui ont le cœur sur la main, qui disent ouais c'est compliqué et tout, et qui eux dans le même temps ont des salaires à 10 000 €. Et tu te dis mais c'est compliqué d'être socialiste avec un salaire pareil. Et donc ouais, si eux sont pas prêts à changer complètement la façon dont on a fait de la politique les 30 dernières années, c'est vrai que c'est là que nous on met quand même un peu notre limite. On veut une rupture avec la politique. Les gens qui votent pour nous, ils votent pour nous parce qu'ils attendent un changement. Donc on va pas y aller pour faire du comme d'habitude. Si on y va, c'est pour changer les choses. C'est la question qu'on leur pose maintenant. Mais je sais pas si... Non, tout à fait. Mais bon, c'est aussi une question presque de philosophie politique. Hein. Est-ce qu'on peut vraiment faire de la politique pour les gens sans vivre comme les gens? Je pense pas qu'avec un salaire de 1 000 €, tu puisses te rendre compte que ton prix du paquet de pâtes, il a augmenté. Enfin, moi, je le ressens, par exemple. Mon caddie de quand j'avais 18 ans et mon caddie de maintenant, très clairement, il y a une différence et franchement, c'est dur. Hein. Pareil pour les loyers, pareil pour le prix de ma facture d'électricité. Enfin, je veux dire, c'est dur à vivre pour l'écrasante majorité des gens, mais les gens qui décident... En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui votent des mesures pour le reste de la population ne vivent pas les conséquences de celles-ci. Et donc, il y a vraiment un sentiment d'invulnérabilité. Et donc, en fait, tu peux pas vraiment te rendre compte de ce que tu votes au final. Et donc, ça nous au parti, on gagne tous un salaire médian d'ouvrier. Et on va continuer de le faire parce que ça nous permet vraiment de continuer à servir les gens et pas de se servir soi-même, en fait. Il y a une question là dans le chat que j'ai réussi à saisir et qui est super intéressante. Avant qu'elle disparaisse, question de Billy. Est-ce qu'une approche sur base d'un programme commun pourrait permettre une union... écrivez pas. Une union de gauche avec des garanties sur certaines mesures comme celle de la fin des privilèges? Je l'ai. Merci. Une NUPES des Belges, quoi. C'est une bonne question, parce que je pense que si vous regardez les programmes de PS Écolo et du PTB, il y a des différences, il y a des vraies différences, mais il y a des gros points communs et des grosses mesures sur lesquelles on pourrait s'accorder. La question, c'est est-ce qu'on va le faire? Parce que parfois, le programme du PS, je le lis et je me dis waouh, c'est incroyable. Pareil pour Écolo, en vrai. Ouais. Mais voilà, la question... Des exemples, et sur quelles mesures vous pourriez vous rapprocher? Par exemple, une taxe des millionnaires. Oui, c'est ça, il le propose aussi, quoi. Oui, mais c'est pas la même... le PTB s'est quand même différencié ces dernières semaines dans la proposition. Oui, mais je crois qu'on peut s'accorder sur un entre-deux ou trouver une forme de taxe des millionnaires, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment de taxer les grosses fortunes. Le problème, c'est que par exemple, quand nous, on a proposé cette mesure 11 fois les dernières années, ça a toujours été 11 fois non. Et ça, c'est un peu la question qui se pose. Est-ce qu'après le 9 juin, ces partis de gauche avaient juste un programme pour gagner les élections ou est-ce qu'ils avaient un programme pour l'appliquer? Et c'est la vraie question qu'on veut leur poser parce que avec 30 ans de néolibéralisme, il y a un doute sur quand même leur crédibilité, je trouve. Et c'est aussi pour ça que moi, je me retrouve dans un parti comme le PTB. Ouais, et je pense qu'il y a aussi plein de jeunes qui sont en mode « Ok, mais tu votes un truc, et en fait, au final, t'as l'inverse de ce pourquoi t'as voté. » Genre, il y a plein de gens qui ont voté écolo parce qu'ils croyaient qu'ils allaient sauver le climat et tout. Et la vérité, on arrive sans plan aux grandes réunions pour le climat en tant que Belgique. Enfin, c'est pas... un peu le jeu des coalitions, en fait, tout ça. C'est le jeu des coalitions, mais...
allez, les coalitions en Belgique, ça fait partie de notre système politique. Oui, c'est pas un système de rupture en fait. Mais les coalitions en tant que telles sont pas un problème. Le problème, c'est à quel prix on veut s'unir ou pas. Nous, on est chaud, hein, le gouvernement, mais c'est juste qu'en face, les gens, ils sont pas pour respecter leur programme. Mais ça, nous, on veut le faire, en fait. On va respecter notre programme, à la fois parce qu'il y a une urgence écologique, à la fois parce qu'il y a une urgence sociale. On peut pas se permettre, en fait, de trahir les gens. On voit ce que ça provoque au nord du pays. Le programme et trouver un accord avec les autres. Et faire des concessions. C'est tout le débat. Hein. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on fait vraiment des concessions pour trouver quand même une politique de rupture avec le néolibéralisme, avec le capitalisme, d'investissement quand même dans les services publics, ou est-ce qu'on fait des concessions comme le PSC écolo et puis on se retrouve, par exemple, moi je suis toujours, qu'est-ce qu'on a fait pour le climat pendant 5 ans? Ouais. Tous les ministres du climat sont écolos, je crois quasi. Et quand on regarde maintenant où on en est par rapport à il y a 5 ans en Belgique, je sais honnêtement pas dire. Après, j'imagine bien qu'il y a quand même des mesures et des choses, mais globalement... On aura l'occasion de revenir sur le point climat. J'ai dérapé. On digresse, mais ça fait partie du live, c'est normal, c'est en fonction de la discussion. Donc, on a tous les deux été très marqués par les grèves, enfin on en faisait partie, donc les grèves écolières, c'est vrai que c'était quelque chose qui nous a marqué, je pense que c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Ça a marqué notre parcours politique, je pense, à tous les deux. Ouais. On va pouvoir y revenir juste après, je suis sûr que ce sera super intéressant. Moi j'ai une petite question aussi sur les privilèges, dans le grand chapitre des privilèges politiques, c'est l'abolition du seuil électoral antidémocratique de 5%. Déjà, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi vous jugez que ce seuil est antidémocratique. Pendant des années et des années en Belgique, il y a eu 3 partis qui faisaient la pluie et le beau temps en Belgique, et pour que d'autres partis aient un tout petit peu voix au chapitre, ça a été une lutte, mais énorme. Les premières campagnes du PTB qu'on a menées, c'était extrêmement difficile de percer le seuil électoral, et donc en fait, ça fait qu'il n'y a pas vraiment de renouvellement en politique. Il faut vraiment être une grosse machine pour arriver à percer les 5%. Et donc en fait, parfois quand il y a une voix un peu dissidente, comme celle qu'a pu être le PTB pendant des années, c'était pas possible de l'exprimer. Ça restait les grosses machines qui ensuite, parce que quand on a des élus, on reçoit alors énormément de subsides du gouvernement. Et donc en fait, c'est très facile pour eux parfois de gagner les élections. Ils ont beaucoup d'argent qu'ils reçoivent du gouvernement parce qu'ils ont des élus. Ils ont des élus, donc ils reçoivent des subsides. Et donc il y a un engrenage. Et donc nous, on trouve quand même que les voix dissidentes des plus petits partis ont quand même voix au chapitre et représentent des gens. Et donc c'est pour ça. Mais vous n'avez pas peur d'une certaine... Enfin, si on met un terme à cette barre de 5%, vous n'avez pas peur d'une cacophonie politique? Parce qu'on a déjà vu dans l'histoire même du XXe siècle, des gouvernements avec des dizaines de partis qui ne savent pas s'entendre. Alors déjà, ici, qu'on a du mal, quand il y a 3 partis dans un gouvernement, à s'accorder. Si on en a 15, comment on fait, quoi? Il y a l'exemple des Pays-Bas, qui est finalement un pays où il n'y a pas le seuil de 5%. Ils n'y arrivent pas à faire un gouvernement, mais comme chez nous. C'est pas qu'ils sont beaucoup plus avancés. Je crois que c'est plus une question de système de coalition que vraiment le seuil électoral. Et toujours dans cette idée de garantir l'accès aux nouveaux partis, aux élections en elles-mêmes, il y a aussi l'idée de garantir l'égalité d'accès aux médias pour tous les partis pendant la campagne électorale. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de comprendre où on place le cordon sanitaire là-dedans. Pour moi, c'est une question qui rejoint d'ailleurs la dernière question qui est super intéressante aussi. C'est quoi? Vous allez permettre l'émergence des micro-partis de l'extrême droite en levant le seuil. C'est quelque chose qui revient, voilà, c'est l'idée. Est-ce que ce seuil, le fait de l'enlever, ça va pas ça va pas se mettre le pied dans la porte, en tout cas pour plusieurs partis d'extrême droite? Qui n'a pas signé le cordon sanitaire, il me semble. Donc, nous, on a une situation particulière avec le PTB, tu l'as dit tantôt, on est le seul parti national. Et donc, côté francophone, on respecte le cordon sanitaire et médiatique. Évidemment, c'est une évidence pour nous, on ne va pas aller discuter avec l'extrême droite. Côté francophone, nous, elle n'existe pas. Côté néerlandophone, si on dit ça, ça veut dire que grosso modo, quand il y a un débat avec tous les partis, le seul parti qui n'est pas là, c'est nous. Parce que tous les autres partis, le Parti Socialiste, le Parti Vert, etc., discutent avec l'extrême droite. Et donc ça veut dire que vous avez des plateaux TV, c'est la réalité, hein, c'est des plateaux TV où tu as tout le gouvernement, et puis le seul parti d'opposition, ça va être le Vlaams Belang. Et donc les gens en colère, leur seule porte de sortie, c'est le Vlaams Belang. Nous, en Flandre, on veut dire aux gens qui sont en colère, vous avez raison d'être en colère, mais il ne faut pas être en colère vers le bas, vers les immigrés, vers les sans-papiers, il faut être en colère vers le haut, contre les riches qui pompent tout. Et donc, si on dit le PTB respecte le cordon médiatique en Flandre,
on peut pas donner cette voix-là aux travailleurs. Mais je rejoins la question posée dans le chat avec le seuil des 5%. Ça permettrait sûrement de favoriser des partis qui n'existent quasiment pas, qui auraient plus de chances d'émerger, notamment d'extrême droite, alors que là, avec le cordon sanitaire, ils sont quand même assez tenus. Je trouve que c'est pas vraiment, je trouve, l'expérience en Europe, en fait, aujourd'hui. Tous les partis en Europe, seuil ou pas seuil, enfin toutes les régions d'Europe, seuil ou pas seuil, ont vu un parti d'extrême droite malheureusement arriver. Et donc, mais le cordon sanitaire, c'est belgo-belge quand même. Hein. C'est assez... Ouais, mais en Flandre, ça a sauté il y a des années. Et maintenant, le parti d'extrême droite est le premier parti dans les sondages. Donc, je crois pas que c'est cette histoire de cordon... non, le cordon sanitaire, c'est hyper important. Je crois pas que c'est cette histoire de 5% qui soit vraiment le truc qui empêche l'émergence d'un parti d'extrême droite. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des partis d'extrême droite en Europe font plus. Et si on regarde un peu ce que les chercheurs ont montré, c'est plutôt qu'il y a le tissu syndical, le tissu associatif qui est encore très fort, par exemple en Wallonie, la culture antifasciste, et notamment le fait que le PTB, qui est un parti d'opposition assez fort, qui peut donner une voix à la colère des gens qui ne soit pas une voix raciste. C'est con, mais mais vraiment. c'est vraiment ça. En fait, c'est plutôt ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore un parti d'extrême droite qui arrive à s'implanter en Wallonie. Donc l'idée, c'est abolir ce seuil de 5%, mais ce n'est pas de toucher au cordon sanitaire. L'idée, c'est de le maintenir tout en faisant fi de ce seuil de 5%. Ouais, pourquoi pas? Ah, mais c'est la question que je vous pose. Non, mais c'est ça. Clairement. C'est exactement la proposition. C'est pour essayer de vulgariser un peu l'idée, quoi. Ouais, Quelqu'un tout qui à demande fait. donc Tout à PTB fait. contre le cordon sanitaire, je pense pas. Ah non, Du coup, c'est pas pour le l'idée. cordon sanitaire. Mais, ouais, pour le cordon sanitaire, parce qu'il y a cordon sanitaire, c'est vraiment dans les gouvernements. Évidemment, on va jamais aller gouverner avec l'extrême droite, ça, jamais, de toute notre vie. Et alors ensuite, il y a cordon médiatique. Et donc, cordon médiatique, on est pour le préserver en Wallonie où il existe. Mais en Flandre, ça c'est ce que j'avais expliqué, c'est une situation qui est complètement différente, quoi. Forcément. Et comme vous êtes un parti national, forcément, ça ne facilite pas les choses, quoi. Allez, pas que ça nous plaît d'aller débattre avec Van Grieken, quoi, vraiment pas, mais juste, c'est exactement ce que Octave disait, genre, soit on leur laisse prendre tout, il n'y a pas de vide en politique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, il n'y a pas de vide en politique, donc soit tu es là sur le terrain de foot, soit t'es pas là et tu laisses les autres marquer des goals. Non, c'est vraiment ça, quoi, donc, ouais, nous on veut aller marquer plein de goals. Et on veut aller mettre des tacles au La métaphore est Blams Blanc, quoi. Non mais allez, vraiment, on va aller leur Les choper images des sont voix. Est-ce qu'on reste là-dessus ou on passe au climat, étant donné que c'est quand même Je un pense gros sujet, ouais, je pense qu'on peut aborder le climat parce que ça va nous tenir encore un moment et le temps Absolument. file. Il Exact. est quelle heure déjà? Mais il est déjà 21h. Waouh! Ouais, on ne voit pas le temps passer sur ce plateau. Hein, Non, c'est pas fou. du tout. Il y a du monde dans le chat, c'est fou. Oui, Ouais, oui, ça n'arrête pas. ça parle à fond. Ça parle à fond. Et effectivement, j'adore le pseudo de Fricadelle. Je trouve ça. J'ai Ah, vu. c'est ça. J'arrivais pas à lire d'ici en fait. Incroyable. Ah, on apprécie. J'ai vu que Aline avait fait une dédicace dans le chat et c'est Ah. complètement mérité. Fricadelle, franchement, tu m'as refait ma soirée là. Mhm. Depuis tout à l'heure, j'étais vraiment en mode il y a un type, c'est une bougie libre ou quelque chose comme ça parce que j'avais lu Fricandelle. Et j'étais vraiment là. Mais... Ah, j'espère que c'est un copain à moi. Vraiment. Je suis une resta, ouais. Exactement. Exactement. Tu auras ta dédicace si tu reviens à chaque fois. À fond. À fond. Donc, le climat qui est aussi un grand axe du PTB pour ces prochaines élections. Il y a beaucoup de mesures, on aura le temps d'y revenir. Il y en a une qu'on évoque souvent, je trouve, c'est celle des transports gratuits. J'ai envie de dire c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les élections, c'est une idée qui pourrait passer. Comment est-ce que vous voulez mettre en place du coup cette idée de transport gratuit? Vous prenez souvent l'exemple du Luxembourg et de la Suisse, où c'est fait du coup. Ouais. C'est des contextes qui sont différents, économiques, sociaux, etc. Du coup, comment est-ce que vous comptez mettre ça en place ici en Belgique? Je sais pas si tu veux commencer. ou- Je t'en prie, je te compléterai. Oui. Comment on veut mettre en place? C'est pas si compliqué. D'ailleurs, on voit que maintenant pour les moins de 25 ans, la STIB ou la tech, c'est quasi gratuit. Honnêtement, c'est pas pour les 12 € que ça coûte. 1 euro par mois. 1 € par mois, donc on est sur une quasi-gratuité, donc en fait c'est pas hyper compliqué de le faire. Et là-dessus, c'est marrant parce que il y a une semaine, j'ai été à Dunkerque, qui est une ville pas en Flandre du coup, C'est près du Mexique. en France. C'est extraordinaire. S'il y a des Tournaisiens, c'est à côté de chez nous. Il y en a une là-bas. Ah bah. Donc voilà, on a été à Dunkerque pour filmer justement une vidéo parce que là-bas ils ont les transports Et gratuits. justement, dans le chat, on évoque les villes françaises. Il y a Dunkerque, il y a Niort, apparemment, il y a Montpellier Il y a aussi. Montpellier. En fait, il y a 30 villes françaises Ouais. qui Oh, l'ont wow. mis en place. Et c'est
Et c'est pas des villes qui sont dirigées par l'extrême gauche ou quoi. C'est généralement plutôt des mairies quand même de gauche, mais qui mettent ça en place pour les citoyens, qui font des choix politiques, qui c'est un investissement, ils doivent aller effectivement chercher cet argent quelque part, mais qui font, et ça marche par exemple à Dunkerque, en 5 ans, la fréquentation des bus, elle a doublé. Donc ils n'ont pas fait que ça, ils ont aussi vraiment amélioré la qualité du réseau. Donc par exemple à Dunkerque, qui est une ville qui fait la taille de La Louvière, pour donner une idée, il y a des bus jusqu'à 2h du matin. Donc vous imaginez dans une Alors petite que ville... Dunkerque, c'est pas la ville la plus fréquentée non plus en termes étudiants, etc. Donc, Ah, mais bon, pour rentrer de soirée, oui, excellent. à fond. Et donc, tous les jeunes qu'on a rencontrés là-bas, ils étaient hyper enthousiastes. Bah ouais, pour nous, les transports en commun, c'est la liberté. J'étais là, ah putain, des jeunes qui disent pas la bagnole, c'est la liberté, mais les transports en commun, c'est la liberté. Des chauffeurs qui nous disaient, mais oui, mais chez nous, les personnes âgées, ils revendent leur voiture. Hein. Ils en ont plus besoin. Mais c'est vrai, ils en ont plus besoin parce qu'ils prennent le bus. Et donc, on voit que c'est des mesures, en fait, faisables. Et quand on le fait, ouais. Mais ça permet aussi vraiment de désengorger les villes aussi. Enfin, je veux dire, j'ai le permis depuis peu, j'expérimente les bouchons depuis peu. C'est un peu... je ne sais pas comment les gens tolèrent en fait ça, de passer autant de temps dans une voiture, dans des bouchons, à savoir que c'est extrêmement polluant en plus les bouchons. À Dunkerque, ce que ça montre, c'est que aussi, du coup, les gens prennent plus le bus, mais du coup, ils prennent aussi moins la voiture. À savoir que 24% des déplacements qui se faisaient autrefois en voiture, donc il y a 5 ans, se font désormais en bus. Donc, contre le fait de dire non mais les gens sont paresseux, ils aiment le confort de leur voiture, en fait non, c'est pas confortable la voiture dans des grandes villes, c'est pas du tout chouette en fait. Et donc ouais, ça montre aussi que quand tu proposes une alternative viable, en fait les gens ils suivent quoi. Il y a aussi vraiment, je pense, une propension des gens à se tourner vers des modèles plus écologiques aussi lorsque c'est sympa en fait et pas punitif. Ouais. Le faire à l'échelle d'une ville et d'un pays, c'est pas du tout la même chose. En effet, mais donc le Luxembourg l'a fait en tant que pays par exemple. Ouais, après le Luxembourg. Ils sont petits, mais je veux dire. Ouais, ok. Pardon. Ok. Ah, vraiment, la Belgique, ils sont Luxembourg en termes de Ils taille. sont rikiki, mais je veux dire, nous aussi on est rikiki. C'est vrai. Oui, mais on est quand même plus grand que le Luxembourg. Quoi. Ouais, mais ça reste tout à fait faisable. Enfin... Ouais. Et puis surtout, maintenant c'est un peu la question, on est face à la crise climatique aussi. Et donc, on va devoir faire des investissements. Je veux dire, si on croit encore qu'on va arriver à résoudre la crise climatique en mode petite mesure par-ci, petite mesure par-là, mettre des plans comme Good Move, mais sans développer une vraie alternative, non, ça va pas marcher. On va devoir investir des milliards dans la transition écologique. Sorry, hein, mais on a reçu un abonnement. Et ça, merci beaucoup. Bravo. Merci, pour Elena. 3 mois d'avance. Ah, c'est incroyable. Wow, trop bien. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. N'hésitez pas à revenir. Pardon, Oui, j'ai complètement coupé le débat. J'ai plus aucune idée. Bah, si tu veux, je peux vous relancer sur une question que je trouve assez Ouais, intéressante. Vous avez parlé, tu viens d'évoquer les investissements qu'il allait falloir faire. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que quand on parle de... Faut que je me rapproche du micro, certainement. La régie est en train de tabasser Kirby. Tout va bien? Vous êtes vivante? Allez, on enchaîne. Oui, du coup, je disais, je trouve souvent que quand on évoque les sujets de pouvoir d'achat et de lutte pour le climat, il y a un peu une vision fin du monde vs fin du mois qui s'oppose un peu, ou en tout cas qu'on veut opposer dans les débats. Du coup, est-ce que ça vous met pas un peu en porte-à-faux de vouloir à ce point vouloir porter des enjeux climatiques, mais aussi vouloir travailler sur le pouvoir d'achat qui nécessitent tous les deux des mesures immédiates, mais peut-être dans des domaines complètement différents, quoi. Mais donc en effet, pour donner un exemple, donc aujourd'hui en Flandre, on donne des amendes aux gens qui n'ont pas l'argent pour rénover leur maison. Est-ce que c'est cette écologie-là qui parle aux gens? Non, donc parce qu'en fait concrètement, donc t'achètes une maison, t'as pas l'argent pour faire les travaux parce que ça coûte déjà énormément d'argent. Et en fait, on te rajoute une amende alors que tu n'as déjà pas l'argent pour... donc c'est un non-sens. Et en fait, l'écologie aujourd'hui en Belgique, c'est plus ou moins ça. Donc nous, on propose justement autre chose. C'est-à-dire que, ok, on veut une écologie qui soit sociale. Mais donc, ça passe aussi par le fait que les gens décident ce qui est prioritaire. Et ce qui est prioritaire aujourd'hui en Belgique, c'est de rénover les maisons avec des grands plans de rénovation de maisons. Parce qu'on vit aujourd'hui dans des passoires énergétiques. Octave a fait une excellente vidéo sur le sujet d'ailleurs, je le souligne. Et en fait, du coup, nous, Octave essaie de se rappeler de cette vidéo. Sur les passoires énergétiques. Tu t'en souviens pas? Sur les passoires. Ouais. Cette expression de passoire énergétique, d'ailleurs, elle me vient de toi pour te dire. Je vois. Non, on dit ah oui, je me souviens. Ah oui, la la vidéo sur les passoires et tout.
Ouais, tu te souviens pas du tout. Ok, laisse tomber. Mais ok, bref, fait il y a genre. une vidéo sur la chaîne Les Bonnes Questions dont Octave ne se souvient pas qui parle de ça, donc allez voir s'il vous plaît, c'est vraiment très bien expliqué. Mais donc bref, ça c'est une écologie qui, fonctionne, et qui, fait en sorte que les gens suivent, parce que tu peux aujourd'hui pas faire de politique publique sans un suivi de la population. Enfin, je veux dire, on doit parler de démocratie aussi à un moment donné, contre l'idée de dire que le libéralisme, c'est la démocratie. Pas du tout. En fait, le libéralisme, c'est pas du tout démocratique. C'est imposer des choses aux gens qui les enfoncent. Donc nous, au contraire, on veut une politique écologique, démocratique et sociale, quoi. Et donc justement, pour favoriser, par exemple, les rénovations des maisons dont tu parles, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Ok. Alors, attention. Parce que J'ai ça, mes fiches. vraiment... Mais j'avais vu dans le programme qu'il y avait... C'est le moment une petite d'Apolline. perche avec le temps, Non, mais Octave, vas-y, parce que j'ai beaucoup parlé. Mais si tu l'as précisément, moi ce que je sais, c'est qu'on veut mettre en place un système de tiers payant, Ouais. où donc c'est l'État qui fait l'investissement et ensuite vous remboursez sur la diminution de la facture. Donc en gros, je vais prendre l'exemple de ma maman qui, ça fait des années et des années qu'elle n'arrive pas à rénover sa toiture parce que ça coûte 10 000 €, elle les a pas. Et donc elle a sa toiture qui n'est pas rénovée et du coup il y a beaucoup de chaleur qui part de sa maison hyper bêtement, quoi, juste par le toit. Et donc en fait l'idée c'est l'État fait l'investissement pour vous, vous aide à rénover, comme ça c'est pas vous qui êtes dans une situation impossible où vous devez rénover pour répondre à telle norme, mais de l'autre côté on rembourse ça à long terme par les économies d'énergie de ouf qu'on va faire sur toutes les maisons. Et donc il y a une partie qui sert à j'étais perturbé par mon nom dans un commentaire. Oui. Mais j'ai même pas compris ce qu'il voulait dire. Le Ah débat non. monte d'une octave. Voilà le genre de jeu de mots Ah, mais qu'on a dans le Fricadelle, chat. franchement, t'es... Fricadelle on on fire, fire. quoi. Top, quoi. On a vraiment le chat qu'on mérite, quoi. Vraiment. Qui nous ressemble. Et donc on veut que la diminution du coût de l'utilisation de l'énergie, elle passe 1 dans la facture, mais 2 pour rembourser progressivement le coût que ça a été de faire ces rénovations, quoi. C'est ça, donc en gros, on crée une banque publique, donc comme c'est fait en Allemagne, donc la banque publique d'Allemagne, la KfW. Et en gros, du coup, tu continues de payer la même somme sur tes factures, et la différence entre... Parce que du coup, quand tu rénoves une maison, évidemment, tu payes moins d'énergie, puisque moins d'énergie qui sort, donc tu économises. En fait, c'est cette différence qui fait que tu rembourses, donc tu ne payes pas plus. Donc ce n'est pas punitif pour les gens, c'est exactement la même chose. C'est juste que c'est une avance. Et donc ça permettrait... Donc l'exemple de l'Allemagne, je trouvais hyper frappant. Donc ils ont mené depuis en 10 ans, donc entre 2006 et 2016, 4 millions de projets de rénovation. C'est colossal. On pourrait faire bien plus, mais donc ils sont en voie 2. Et ça a permis d'économiser 9 millions de tonnes de CO2. Et non seulement ça, mais donc aussi, donc c'est en ça dont on parle d'écologie qui ne s'attaque pas aux gens, c'est qu'en fait, ça crée aussi de l'emploi à l'écologie. En Allemagne, ils ont créé 320 000 emplois dans la construction de par cette unique mesure. Donc aussi contre le fait de dire qu'avec l'écologie, les gens vont perdre leur emploi. Au contraire, en fait, nous, on va créer des emplois. Parce qu'il va falloir... En fait, on va avoir besoin de tout le monde concrètement pour faire cette transition-là. Au niveau du climat, il y a un autre thème qui est quand même central, qui revient tous les 3 mois dans l'actualité. Et en fait, avec Jonas, on était un peu étonnés parce que... Tous les 3 semaines, même. Ouais. Peut-être que vous avez quelque chose de prévu là-dessus, mais nous, on n'a pas réussi à trouver quoi. Quelle est la position du PTB sur le nucléaire? Non. Parce que si... C'est un sujet... Ils arrivent... On a une position pourtant. Alors, oui, sûrement, mais c'est juste qu'on l'a pas trouvé et c'est pas dans les mesures phares. Mais parce que... À un moment, si le PTB arrive dans la majorité, on sait que le nucléaire va retomber sur la prochaine législature. Et donc voilà, on voulait vous poser la question. Pour moi, le premier problème aujourd'hui, c'est que c'est pas vraiment nous qui décidons. On peut avoir toutes les positions qu'on veut sur le nucléaire dans des programmes. Pour le moment, la politique énergétique de la Belgique, elle n'est pas décidée vraiment par le gouvernement belge, elle est décidée par le conseil d'administration d'Engie Electrabel. Et donc, aujourd'hui, Engie Electrabel nous ont mis dans une situation impossible. Ça fait des années qu'on a voté qu'il fallait arrêter les centrales nucléaires. Et ils n'ont pas investi dans l'énergie renouvelable. Ils ne l'ont pas fait. Et donc aujourd'hui, ils arrivent devant le gouvernement belge, ils disent vous êtes sûr, vous voulez toujours arrêter? Puis le gouvernement belge dit non, parce qu'on va avoir besoin d'électricité pour un peu tout ça. Et puis après, les libéraux disent victoire, on a maintenu le nucléaire. Non, c'est juste ça fait des années qu'on ne fait pas les investissements nécessaires dans les énergies renouvelables parce que Engie Electrabel n'est pas dans les mains du public
et que donc eux font juste les investissements qui les arrangent en termes de rentabilité. Ça ne les arrangeait pas du tout de faire des investissements dans l'énergie renouvelable, et donc ils ne les ont pas fait, et aujourd'hui on se retrouve dans cette situation insupportable. Mais donc demain, vous êtes demain au conseil d'administration d'Electrabel. Stop ou encore pour les réacteurs, quoi. Et donc nous, on va d'abord nationaliser nationaliser Engie Electrabel. On veut que ça revienne dans les mains du public, parce que sans ça, on n'a pas le contrôle. Et après, sur les centrales, on veut progressivement quand même les diminuer pour aller vers du renouvelable et donc faire ces investissements dans l'énergie renouvelable. Il y a des pays, par exemple le Danemark, qui ont fait ça de manière remarquable. Apolline parlait de créer des emplois. Vous avez une idée d'un cap, une année 2050, 2040, où on pourrait du coup faire cette transition? Là, Il faut écouter le GIEC. Donc, le GIEC, c'est 2040, concrètement. 2040, non, mais c'est aussi pour démontrer à quel point c'est urgent de marquer une rupture avec les politiques qui ont été faites jusqu'ici. C'est que le GIEC dit, OK, d'ici 2040, il faut un tournant à 360. Nous, on va voter en 2024. C'est pour 5 ans qu'on vote. Donc concrètement, s'il n'y a pas un changement, une rupture maintenant, ok, ça va être compliqué. Et en premier lieu, pas pour nous, mais pour toute une série d'autres pays qui sont dans le sud global. Et pour qui c'est déjà très compliqué. Alors moi, là, tu lisais le chat, t'étais à fond dans le débat. Que dit le chat? En train de réfléchir à le chat la dit, suite. on réquisitionne Engie. Je vote pour Fricadelle. Ouais. Fricadelle, Premier ministre. Moi, j'avais peut-être un truc aussi un peu épineux. C'est vrai que c'est pas une question facile, mais Sur le climat encore? Ouais, c'est sur la refédéralisation de la politique climatique. En fait, on a vu de temps en temps des idées de transfert de compétences, fédéraliser, remettre. Est-ce que, du coup, le programme du... Pardon, je me permets, ce qui revient aussi dans la volonté d'avoir moins de ministres. Ouais, tout à fait. Pour plus concentrer les compétences. Du coup, est-ce que la politique de rupture voulue par le PTB, ça inclut une nouvelle réforme de l'État? Oui. Oui. On va avoir besoin de faire une réforme de l'État. Nous, on veut refédéraliser une partie des compétences. C'est un sujet important pour nous, l'unité du pays, aujourd'hui, parce qu'on est un pays... Le gaspillage d'argent et de moyens, aujourd'hui, pour un si petit pays, c'est fou. Je crois qu'on est le pays d'Europe avec le plus de ministres par habitant. Tout à fait. C'est vrai? Ouais, tout à fait. Ok, j'étais plus sûr de mon chiffre. Mais c'est pas compliqué. Enfin, je veux dire, il y a tellement de niveaux de pouvoir différents. Enfin, on en a 4 pour le climat, quoi. Ouais. Et donc, bien sûr qu'il va falloir refédéraliser certaines compétences et qu'il faut une réforme de l'État pour aller dans un sens de plus d'unité de la Belgique. Parce qu'aujourd'hui, la politique climatique, ils sont 4 et ils se renvoient la balle, quoi. Et donc concrètement, non, mais juste au-delà du fait que en soi, c'est pas un problème qu'il y ait beaucoup de gens. Bon, si en fait ça coûte très cher, c'est un problème. J'ai rien dit, ça coûte très cher, c'est un problème. Mais juste, du coup, on n'avance pas. On n'avance pas et on a besoin d'avancer. Et c'est pas Octave et moi, du haut de nos 24 ans, qui le prononcent. C'est les plus grands experts du climat du monde entier qui se sont réunis pour le dire. On doit changer à 360 et c'est maintenant. Et voilà, on a besoin d'une politique unie. Et pour ça, c'est en effet pas dans les bureaux de chez Engie où en gros, ils ont un peu rien à faire de sauver le climat parce que eux, ils pourront survivre. Est-ce que tu veux... Désolé, je me rends direct, mais non, ça va aller. On a pu. Que ça va se faire. Donc ouais, en effet, nous, on est... Mais donc, en effet, ça va passer par une réforme constitutionnelle. Hein. Ok. Ce qui est très ambitieux, mais ça se fait. C'est ambitieux et en même temps, c'est à la hauteur des enjeux dont on a besoin aujourd'hui. Et puis des réformes constitutionnelles, en vrai de vrai, ça se fait dans d'autres pays aussi. C'est pas non plus complètement fou. Ça permettrait notamment aussi de faire des référendums. Donc de ramener aussi de la démocratie dans nos systèmes, de vraiment demander aux gens ce qu'ils veulent, quoi. Parce que là, concrètement, on vote tous les 5 ans. Et puis après, on doit se taire. Et on n'a plus aucune mainmise sur ce qui est fait. Et on se retrouve avec des pensions à 67 ans alors qu'on n'a pas demandé ça, quoi. Merci beaucoup, la prod. Je voudrais peut-être rebondir sur un commentaire du chat qui me permet d'amorcer une dernière question de la partie climat, si ça te dérange pas. Oui, et après, j'aurais une question qui a été posée vraiment il y a super longtemps, qui n'était pas du tout prévue, mais que je trouvais intéressante. Ok. Mais, voilà. Alors, donc on a Butterfly qui dit « J'étais dans une des zones touchées par les inondations de 2021. L'absurdité des partages des compétences, on l'a bien senti. J'ai vu que vous proposiez d'aménager le territoire pour prévenir justement ces catastrophes naturelles, en tout cas les prochaines, parce que évidemment il y en aura. Vous précisez vaguement comment, mais du coup j'aimerais bien qu'on revienne sur ce qui pourrait être fait au niveau aménagement du territoire pour prévenir ces prochaines catastrophes. Ouais, là tu me poses une colle parce que aménagement du territoire, c'est un des sujets que
je maîtrise le moins du monde, donc je vais pas C'est quoi raconter les politiques qui d'absurdités. maîtrisent pas tout? Non, C'est comme les journalistes, finalement. Tous pareils, tous pareils. Expert sur tout, hein. La limite. Avant que Apolline tu aies quelque chose sous la main. Mais ouais, j'ai mes notes, mais de là à vous les expliquer de manière vulgarisée, non. En tout cas, ce que je peux dire, donc, c'est que nous, lors des inondations à Verviers, donc Octave et moi, je pense que dans les heures, les jours qui ont suivi les inondations, on était sur place et on a vu à quel point c'était catastrophique. Ouais, on s'en souvient. Et c'est encore catastrophique maintenant, hein, donc c'est pas que la situation s'est résolue pour plein de gens, c'est encore hyper compliqué avec leurs factures et tout. Ceci étant dit, ce qu'on a vu avec le débordement de la Vesdre, c'est que ce sont les plus pauvres qui ont été touchés en premier lieu par le réchauffement climatique. Et ça a quand même démontré à quel point, face à la crise climatique, on n'est pas à égalité. Et donc c'est pour ça à nouveau que c'est hyper important en fait de mener une politique climatique qui soit sociale, parce que les premières victimes de la crise climatique, ce sont les plus pauvres. Alors sur l'aménagement du territoire, je pense que concrètement la bétonisation à tout prix, c'est pas du tout la solution. Donc ça empêche l'eau de s'écouler, ça crée des stagnations. Je pense sur l'aménagement de tout ce qui est tri des déchets aussi, ça fait partie de l'aménagement du territoire, donc de permettre vraiment un réel tri des déchets et de ne pas juste exporter nos détritus en Afrique. Et puis je pense que dans l'aménagement du territoire, c'est pas tellement le territoire, mais c'est plutôt les logements. On revient sur l'aspect de l'isolation. Vraiment, c'est une priorité absolue aujourd'hui et c'est urgent. Et on peut le faire donc par vague, par quartier, par rue, de manière organisée, pour que ce ne soit pas les foyers individuellement qui portent cette charge. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir prendre toutes vos questions, mais vous êtes super actifs, ce qui est incroyable. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, elles sont giga intéressantes. Est-ce que je peux me permettre une dernière question bonus? Tu es ici chez toi, Margot. Ah, merci. Donc, sorry, j'ai pas eu le temps de noter ton pseudo parce que vous écrivez trop vite. Mais il y avait une question qui a été posée tout à l'heure pour Octave, à propos de Bruxelles. Et j'ai bien aimé parce que ça reprenait l'actualité ces dernières semaines. On sait qu'il y a pas mal de problèmes liés à la drogue, qui vont jusqu'à des fusillades dernièrement hebdomadaires, on va dire, et aussi à l'alcool à Bruxelles. Est-ce que le PTB a une position pour lutter contre ça? Oui, à fond. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un problème. Allez, j'hallucine un peu parce que vraiment le matin, pour les Bruxellois, on se réveille et puis il y a 4 news il y a eu des fusillades, des trucs qui étaient là genre... un mort ici, fusillade, ouais. Et donc c'est parce que, et on a vu maintenant, il y a eu des analyses récentes, on est une des villes, avec Anvers si je ne me trompe pas, où la quantité de cocaïne dans l'eau est la plus importante en Europe. Et donc on a un vrai problème aujourd'hui de drogue en Belgique. Et la seule réponse qu'on entend pour le moment, en tout cas une des seules réponses, c'est on va s'attaquer aux dealers dans le coin, on va s'attaquer aux consommateurs de drogue extrêmement violemment. Il y avait la proposition de l'armer dans les rues aussi récemment. Des trucs, MR, et le MR, avec toute une campagne sur les consommateurs de drogue, ils ont du sang sur les mains, etc. Et c'est toute une campagne qui s'attaque au bas de la chaîne. Et évidemment, je ne sais pas pour dire le bas de la chaîne, c'est magnifique, mais il faut une réponse. Voilà, dans le chat, il le dit. Il y a Fricadelle qui me des réponses structurelles à ces problèmes. Il faut des réponses structurelles parce qu'aujourd'hui, ce que le MR, par exemple, va oublier de dire, c'est que pendant le gouvernement MRNVA, ils ont diminué de 200 millions les budgets pour la police judiciaire. Et donc aujourd'hui, le résultat de ça, c'est qu'au port d'Anvers, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de conteneurs qui arrivent tous les jours. Il y a 1% de ces conteneurs qui sont ouverts par la police pour regarder si c'est bien ce qu'il devrait y avoir dedans qui est dedans. Et donc évidemment, aujourd'hui, les gros bonnets de la drogue, ils savent bien que l'État belge ne tient pas la route, donc ils s'en foutent, ils envoient ça. Et donc au lieu d'aller chercher chez les grosses têtes de la drogue, aussi au niveau de leurs finances, par exemple, il y a un exemple un peu marrant, mais c'est Al Capone, il a été attrapé parce qu'à un moment, la fraude fiscale, les enquêteurs en fraude fiscale ont remarqué que dans ses comptes, il y avait des problèmes. Et ça peut paraître un peu anecdotique, mais oui, si on regarde les comptes de certaines personnes, on va assez facilement se rendre compte qu'il y a des problèmes, qu'il y a des sommes d'argent inexpliquées, etc. Mais de nouveau, on a désinvesti le SPF Finance, et donc là où il y a fraude, on n'a pas le temps de regarder. Et donc aujourd'hui, si on n'investit pas structurellement pour aller fouiller ces conteneurs, pour aller regarder les comptes en banque des super riches, etc., pour voir s'il n'y a pas de la fraude, on peut s'attaquer à autant de dealers qu'on veut, mais en plus à Bruxelles, malheureusement c'est une ville où il y a beaucoup de pauvreté, où il y a beaucoup d'inégalités, et donc des jeunes
qui cherchent quelque chose pour faire un peu d'argent, on va en trouver beaucoup. On peut les mettre tous en prison, mais on ne résout pas le problème structurel. Et puis de l'autre côté, sorry, c'est trop long, tu me dis, hein, mais Non, t'inquiète. Pas de souci. il faut accompagner les personnes qui sont victimes d'addiction, parce qu'on peut faire des déclarations en disant ils ont du sang sur les mains, etc. C'est très bien, mais si vous avez vécu avec une personne qui a des addictions, si vous connaissez quelqu'un qui a des addictions, tu peux plus résoudre le problème de manière complètement rationnelle. Tu as besoin d'un suivi médical, tu as besoin d'un suivi assisté, tu as besoin des associations, et donc il faut financer ça correctement, parce qu'aujourd'hui, si tu veux par exemple aller dans une institution ou faire ou si tu as besoin d'être dans une institution, c'est soit cher, soit c'est de très mauvaise qualité. Mhm. D'ailleurs, on avait reçu un addictologue l'année dernière sur ce sujet. N'hésitez pas à aller voir la vie. Ah, on est connecté, Aline. Il y a aussi la rediff sur YouTube. Ouais. Il n'y a juste pas assez de place aussi, donc il y a plein de gens qui se retrouvent juste sans solution. Parfois il y a des listes d'attente de plusieurs mois, et donc voilà, c'est un peu ça qui me rend fou dans le débat quand... Fiscalité, santé publique, police judiciaire. Ouais, C'est à peu exactement. près les 3 axes. Oui, très bien résumé. J'aurais résumé aussi Je bien. prends les notes dans ma tête. Mais je pense qu'on est pas mal quand même au niveau de... Non Oui, désolé, j'étais absorbé par Pardon, par la j'ai vu ton discussion. regard vite, j'étais... Oh, j'ai Non, mais dit c'est mon encore regard une tous les bêtise. jours. C'est comme ça que je Non, regarde les voilà, gens en dis pas général. À moins qu'on fasse une dernière question encore sur un rapport jeune politique. pour Ah, mais clôturer, oui, peut-être. Kepers 7340, on connaît très bien Bernard Friot et Frédéric Lordon, Octave et moi, je crois. Oui. Enfin, Bernard Friot, j'ai lu un de ses livres encore hier. Je me suis déjà fait un peu insulter par Bernard Friot aussi. Il a pas trop apprécié une de mes questions dans une conférence, et il est parti un peu en live en mode oui, lui, c'est vraiment un étapiste. Bon, je vais pas On faire peut le débat, avoir la mais- question ou ça reste du off? Non, la question c'est de lui demander si lui était plutôt dans une perspective de changement radical de la société, ou s'il voulait le faire pas à pas. Et il était pas très... J'ai pas tout compris à sa réponse, parce que parfois Bernard Friot c'est un peu... Ouais. Mais il était pas content. Mais On si le tu veux- salue. si tu veux faire une question Salut, Bernard. conclusion, Jonas, Pardon? si tu veux faire une question conclusion, je t'en prie. C'est une question qu'on pose un peu à tous les... Le live il part vraiment... Bah, c'est Twitch, bienvenue. Merci beaucoup pour le débat. Du coup, dernière question peut-être de clôture, et qu'on a aussi posée aux engagés la semaine dernière. Les élections arrivent, c'est une énorme deadline. On en a parlé pendant 1h, 1h30. Comment est-ce qu'on va aller chercher les jeunes? Comment est-ce qu'on va intéresser les jeunes à ces débats? Parce qu'il y a des débats. Surtout aux jeunes tout de le 16 temps. ans qui viennent d'apprendre qu'ils vont devoir aller déposer le bulletin dans l'urne. Surtout aux jeunes Aux de 16 ans qui européennes. se retrouvent Qu'ils peuvent. catapultés aux européennes. Ils doivent, du coup. Ils doivent, mais il n'y a pas de sanction. Oui, c'est ça, il Oui. n'y a pas de sanction. Donc, C'est particulier. Oui, Donc- c'est encore un peu flou, mais en tout cas, c'est obligé. Et aussi une question que ça sous-tend, c'est est-ce que vous pensez que les jeunes sont dépolitisés? Est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher en fait? Ou bien ils iront d'eux-mêmes? Je sais pas si tu veux... Enfin, nous irons de nous-mêmes en fait. Bah, si on commence sur la dépolitisation, donc sur le fait d'avoir un intérêt pour la politique, moi je me souviens très bien, en 2019, j'ai 19 ans, c'est facile, je vois des dizaines de milliers d'étudiants qui disent « nous on se sent assez concernés par la crise climatique que pour sécher les cours, je veux dire en termes de radicalisme, c'est comme, rappelons-nous, c'est 15 semaines de grève, c'est intense comme expérience de lutte. Enfin, peut-être que vous y étiez aussi, hein, j'imagine. Enfin, voilà. Il y avait tellement de gens que finalement, on peut tous s'y retrouver. Mais donc, ces gens-là, aujourd'hui, ils sont en bachelier. Ils sont en bachelier, ils sont en master. Et moi, en tant qu'assistante, je suis quand même en contact tous les jours avec des étudiants qui me posent des questions. Enfin, c'est très politique ce qu'ils demandent. Sur le fait de se questionner sur l'avenir du monde, sur le fait d'avoir sa place en politique. J'étais dernièrement à une conférence sur la place des femmes en politique, donc à la fois il y a la place des jeunes, des femmes, mais des jeunes femmes, c'est encore plus rare. Et en fait, ouais, il y a des jeunes femmes qui s'intéressent vraiment au sort de la société. Et pas seulement sur les questions qui touchent uniquement aux femmes, mais sur des questions beaucoup plus larges de fiscalité, etc. Donc non, moi je pense qu'il y a en tout cas une grande révolte parmi les jeunes et une indignation par rapport à ce qui s'est toujours fait, et je pense qu'on a envie d'autre chose maintenant aujourd'hui. Et je pense qui de mieux que des jeunes pour représenter des jeunes. C'est vrai qu'on avait un peu parlé de la représentativité des jeunes en politique la semaine dernière. C'est aussi un sujet qui vous tient à cœur, un renouvellement des listes pour avoir des jeunes qui se sentent représentés avec des jeunes qui sont comme eux, quoi.
Ouais. Oui, parce qu'au-delà de s'intéresser à des questions qui sont politiques, c'est différent de s'intéresser aux politiques, à la personne politique, aux gens qui sont dans les parlements. Parce que c'est quelque chose, je ne sais pas si vous l'entendez souvent, mais je me sens pas représentée. Ouais, De toute façon, ils ne s'intéressent pas à nous. Ouais, il y a un dégoût, clairement. Et en fait, perso, j'ai l'impression que les sujets intéressent, mais que l'élément politique, effectivement, comme tu dis, il y a un rejet. Donc la question c'était, mais comment on dit, en fait, malheureusement, c'est par là qu'on passe pour que nous, après, on puisse y aller, quoi. Ouais, mais en partie, je crois, le truc, c'est sur le constat qu'ils ont avec la politique, je suis parfois d'accord avec eux. Et c'est dans toute la société, il y a un truc de on va voter une fois tous les 5 ans, et puis après, on fait des politiques dans notre dos ou contre nous. Je pense, un des trucs, moi, qui me marque, maintenant, je fais beaucoup de débats dans les écoles secondaires, parce que du coup, les profs se disent, merde, ils doivent voter, donc ils organisent plein de débats dans les écoles secondaires, mais c'est génial, parce que du coup, je rencontre plein de jeunes avec leurs idées dans tous les sens, et il y en a plein, je vois, ils sont dégoûtés de Good Move. Mais ils ont... Je suis mais t'as pas le permis, tu vois. Je comprends, tu vois, mais parce que voilà, ça a été tellement parfois violent pour leurs parents qui se sont réveillés un matin avec des blocs de béton qui bloquent la rue, que il y a ce truc-là de on fait des choses dans notre dos, ou on fait des choses au-dessus de notre tête, et je crois que c'est pour les jeunes, et c'est pour toute la société. Parce que par contre, ce que je vois quand je fais ces débats-là, c'est que sur plein de sujets, ils sont à fond, tu vois. Sur maintenant, le nombre de jeunes qui viennent avec la question de la Palestine, qui voient que c'est un sujet en fait aussi politique, qui voient qu'il y a des gouvernements qui réagissent beaucoup mieux que d'autres, qui voient par exemple quand l'Afrique du Sud, il y a des jeunes qui sont venus me voir, l'Afrique du Sud, c'est quand même stylé ce qu'ils font au niveau de la Cour internationale de justice. Et le gouvernement belge, beaucoup plus mou, beaucoup plus à laisser faire sur la question des Palestiniens. Et donc, pour moi, c'est pas qu'ils sont pas intéressés, mais je crois qu'il y a un sentiment général dans la société qu'on va voter une fois tous les 5 ans et qu'on ne demande pas notre avis. Ouais, il y a ça, et pour moi, il y a aussi le fait de rendre incompréhensible et inaccessible ce monde-là. Enfin, je veux dire, pour aller voir ce qui est voté dans nos parlements, je sais pas si vous avez déjà essayé d'aller voir qui a voté pour ou contre une mesure. Oui. C'est un bordel. Quelquefois. Leur site est hyper mal fait, on comprend rien, et c'est très technocrate aussi. Enfin, c'est très législatif comme langage, c'est très soutenu. Et donc je crois qu'il y a toute une partie de la population parmi les jeunes qui se sentent exclus de ça et pas du tout compétents. Et donc je crois qu'il y a aussi un réel souci de la politique aujourd'hui de donner le sentiment aux gens qui sont trop bêtes pour ça. Non, la politique c'est à nous. Cette société elle est à nous, on a le droit d'avoir notre mot à dire. Et on n'est jamais trop petit que pour faire une différence. Ça, c'est vraiment un slogan de Greta Thunberg qui, moi, m'a marqué lorsque j'avais 19 ans. C'est en fait, tu peux avoir 19 ans, mais tu peux aussi avoir un avis construit. Et en fait, souvent, tu as un avis et tu es l'expérience de ta propre vie aussi. Les jeunes vivent aujourd'hui des expériences qui sont pas faciles. Le fait de voir... d'avoir un manque de perspective tant au niveau financier qu'écologique, c'est pas simple aujourd'hui d'être jeune. En témoigne le nombre de jeunes qui ont des soucis de santé mentale. Aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais on a toute une série de propositions sur ça, parce que concrètement, je sais pas qui va chez le psy ici, mais... Parce qu'on a vraiment parlé en plateau. énormément de gens. Mais non, mais je veux dire, ça doit pas être tabou. Genre, on a tous besoin... De soutien psychologique, et ça devrait pouvoir être accessible. Donc voilà, ça déborde un peu de la question, mais pour moi, ça a un lien avec le fait qu'on doit donner la voix aux jeunes et rendre les jeunes capables de pouvoir s'y intéresser aussi, quoi. Donc si je résume, c'est aller les voir, les accrocher, faire la démarche de dire que voilà, on peut vous parler et rendre la politique accessible. Mais c'est ce que tu essayes de faire, Octave, en vrai. Ouais, avec les bonnes questions, la chaîne YouTube qu'on avait, c'était vraiment un des moyens. Et j'ai eu plein de retours. Bon, j'avais fait la blague tout à l'heure avec le gars du MR, mais en soi, c'est pas que ça me pose un problème tellement fondamental. Je préfère que des gens regardent les vidéos, se disent « Ok, là, je suis pas d'accord, là, je suis d'accord », et on avance comme ça. Et puis, c'est aussi, pour moi, il y a une question qui est importante, c'est la question de la lutte et des combats sur le terrain. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sentent pas forcément tout de suite en mode « Je vais aller voter ». Et par contre, le nombre de jeunes ces dernières années qui se sont mobilisés pour une cause qui leur tenait à cœur, et ça a été dans les manifs Palestine maintenant récemment, ça a été dans les manifs climat il y a plus longtemps, ça a été parfois pour le règlement d'ordre intérieur de l'école. Ah oui, un règlement sexiste, on peut pas porter une jupe machin, on peut pas avoir telle coiffure, il y avait des règlements d'ordre intérieur, on pouvait pas avoir des dreads à Charleroi. Et donc, pour moi aussi c'est important, et c'est dans l'ADN vraiment du PTB de soutenir les luttes, qu'elles soient pour les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, mais c'est généralement là que les gens
s'impliquent le plus et prennent le plus conscience de la société dans laquelle ils vivent. En tout cas, vraiment, vous inspirez le chat. Il y a plein de retours positifs. Trop bien. Et Vous allez chez le psy. Les jeunes, pas juste les étudiants. Vous allez chez le psy. Le sondage de zinzin. Il y a Eh non, mais attendez. je sais pas, c'est pas très... 67. Oh oui, il y a 2 répondants. C'est pas très ok tout ça. Hein. Il y a 5 minutes encore, on peut attendre. Représentativité au max. Oui, il y a 5 minutes, mais il Ah est oui, quand mais même 21h30. ça c'est très guys, hein. intéressant. En vrai, Fricadelle dit quelque chose de très important. S'engager profondément, ça émancipe. Donc tout à fait. Donc, enfin, je veux dire, je sais pas quelle est ton expérience à toi. Je pense qu'on pourra se rejoindre, mais pour moi, m'engager, enfin, en vrai, quelque part, ça peut pas paraître énorme, mais ça m'a sauvé de mon désespoir par rapport à ce qui se passait avec l'Amazonie qui crame et tout ça, quoi. Ça, me mettre en action, ça m'a vraiment permis de sortir de ce sentiment d'impuissance qu'on peut avoir face à tous ces grands enjeux qu'on a abordés aujourd'hui. Et je crois que les jeunes ont compris ça. Enfin, d'ailleurs, je trouve ça assez impressionnant à quel point, à 18 ans, on est capable de faire autant de liens. C'est fou parce que genre, les étudiantes qui organisaient les grèves pour le climat en 2019, aujourd'hui, c'est les mêmes que je retrouve dans les manifs féministes. C'est les mêmes. Et ça témoigne pour moi d'une politisation vraiment globale de la jeunesse. Enfin, chapeau, quoi. Et nous, on est... Enfin, on était encore en manif hier, je crois. Oui. Le paysage, j'imagine. Ouais, exactement. Voilà, on est là et en fait, on est des jeunes ordinaires, quoi. Et on est soucieux et on veut que ça change. Bien sûr, c'est belle parole. Je ne pas là-dessus. si. On va en faire une quote sur notre Insta. On va faire ça avec des petits nuages autour. Exactement. Non, on fera jamais ça, mais enfin voilà. Oh, mais je vous en prie, hein. Pas de souci. Merci beaucoup en tout cas. C'était super cool. Bah, merci à vous. Merci à vous. Apprécié de discuter de tout ça avec vous. Ouais, C'est hyper vite. Mais oui, en fait, on voit jamais le temps passer sur ce plateau. Mais par contre, quand tu sors de là, tu fais ouf. Parce que c'est bien organisé. Oh là là. Oh là là. Mon Dieu. Mais un grand merci. Alors déjà, un immense merci dans le chat. Vous étiez on fire, ça fait super plaisir. Je pense qu'on n'a jamais eu un chat aussi actif. Enfin voilà, on n'avait même pas le temps de le lire. Merci pour vos follow, pour le sub. Pour les jeux de mots, j'ai particulièrement apprécié. Oui, Ouais. ça nous fait rire, Fricadelle, c'est toujours trop bien. N'hésitez pas évidemment à revenir pour les prochaines fois parce qu'on accueillera d'autres parties, donc vous pourrez être là, vous pourrez leur poser vos questions et c'est toujours plus intéressant. Alors justement... Et Kerke qui vient lâcher, qui Oh, vient wow. de nous follow d'ailleurs, tant qu'on en parle, Merci, avant que merci. son nom disparaisse. J'ai fait ça très vite. Avant de vous quitter, on peut déjà vous annoncer que dans 15 jours, on recevra ici sur ce plateau l'EMR. Yes. Donc après les engagés PTB, l'EMR. Courage. Et, Ouais, j'ai dit la même chose. et les 3 autres, ce sera pour les prochaines émissions. Encore une fois, mille merci. Ah, il y a 2 A en même temps. Il y a 2 personnes qui mais font. on accueille les 6 partis principaux, donc voilà, tout le monde aura sa place et son temps de parole ici quand même, c'est le temps électoral. Bon, est-ce qu'on ne dirait pas un petit au revoir? Yes. Au revoir. Allez, salut. Au revoir, Salut. merci tout le monde, à la prochaine. Salut. Au revoir, Salut, à la merci beaucoup. prochaine. Ciao, ciao.